Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous proposer aujourd'hui un nouveau vidéocast en compagnie de Alphaso, le président de Sen Fintech, l'association des fintechs du Sénégal. On le sait, le Sénégal s'impose comme un acteur dynamique de l'innovation financière en Afrique. Avec un taux d'inclusion financière de plus de 83% et un taux de pénétration du mobile money atteignant les 210%, le Sénégal offre un terrain propice au développement des fintechs. Lors de notre échange, Alphaso partagera ses visions stratégiques ainsi que les ambitions portées par l'association pour favoriser le développement de l'écosystème des fintechs au Sénégal. Monsieur So, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, est-ce que je peux, s'il vous plaît, vous demander de commencer par vous présenter et nous présenter l'association Sen Fintech? Bonjour Rebecca, bonjour à tous. Je m'appelle Alpha So, je suis le président de Sen Fintech, qui est l'association représentative des acteurs de la technologie financière au Sénégal, créée pour fédérer, structurer et représenter les fintechs locales. Sen Fintech vise à créer donc un environnement propice à l'innovation financière, un dialogue permanent avec les institutions, le secteur privé et la société civile. Donc notre mission, peut-être pour le résumer en une seule ligne, c'est l'inclusion financière. Alors, pour poser un petit peu le contexte, est-ce que vous pouvez nous dire combien de fintech dénombre le Sénégal et comment se font les adhésions à votre association? C'est un chiffre un peu compliqué aujourd'hui à figer, mais on a recensé entre 60 et 80 structures actives dans la sphère fintech au Sénégal, allant des startups aux opérateurs déjà établis. Et les adhésions se font de façon spontanée, mais nous menons aussi un travail de proximité, de veille pour intégrer les acteurs pertinents. Nous mettons en place un processus simple, digitalisé, avec une validation par le bureau exécutif en ayant effectué au préalable la revue de la documentation qui est requise justement pour adhérer à Sen Fintech. Et alors, comment l'association soutient-elle concrètement ses membres? Alors, c'est une question très pertinente. Aujourd'hui, nous agissons sur principalement trois axes. Le premier, c'est à travers un plaidoyer et la régulation, en étant l'interlocuteur des autorités comme la Banque centrale, la BCEAO, ou bien l'ARMP ou l'ARTP. Ça, c'est le premier point. Le deuxième axe, c'est à travers le renforcement des capacités via des formations, des masterclass, des ateliers. Et le troisième et dernier axe, donc, c'est la mise en réseau en créant des ponts entre les fintechs et les banques, qui sont aussi des partenaires, il ne faut pas l'oublier, avec les incubateurs également, les bailleurs ou les grandes entreprises. Un des sujets clés quand on parle de fintech, souvent, c'est la réglementation. Comment est-ce que celle-ci a évolué au cours des dernières années? Alors, le cadre réglementaire a connu une évolution progressive et structurante pilotée par la Banque centrale, la BCEAO, dans toute la zone de l'UEMOA. Initialement, comme vous le savez, les fintechs opéraient majoritairement à travers des modèles de partenariat avec des banques ou des établissements de monnaie électronique en qualité d'agent ou de sous-agent, mais aussi des distributeurs de monnaie électronique ou encore en intermédiaire en opération bancaire, comme IOB. Ce système a permis aux fintech d'exister sans agrément proprement dédié, tout en contribuant à la distribution de services financiers numériques sur le terrain. C'est une dynamique qui a vraiment préparé le terrain pour l'introduction en 2015 d'un statut spécifique de l'établissement de monnaie électronique, EME. Aujourd'hui, je pense qu'au Sénégal, nous en avons à peu près 4. Puis, en janvier 2024, tout récemment, une avancée majeure a été réalisée avec la publication de l'instruction 001-01-2024 qui définit le cadre d'agrément et de supervision des établissements de paiement. Cette réforme a permis donc aux fintech d'accéder à un statut juridique clair et indépendant et donc de piloter elles-mêmes leurs services financiers sans dépendre d'un adossement systématique autant pour moi à une banque. Donc aujourd'hui, nous sommes par exemple dans une nouvelle phase, c'est celle de la consolidation de l'élargissement du champ réglementaire pour résumer cette partie-là. Toutefois, certaines zones grises subsistent, notamment pour les modèles innovants comme le crowdfunding ou le cryptoactif. Là, nous militons pour un cadre plus souple, inclusif et adapté aux spécificités africaines, parce qu'à la lecture des événements, nous avons l'impression que la réglementation, lorsqu'un nouveau modèle émerge dans l'écosystème, prend au moins une dizaine d'années, une décennie, pour
justement avoir le temps de collecter des données, d'analyser, de mieux comprendre l'écosystème avant de proposer une réglementation. Et c'est ce qui est arrivé aujourd'hui, on dirait, avec l'agrément établissement de paiement qui est aujourd'hui proposé aux fintech dans l'espace UEMOA. Vous l'avez dit précédemment, il y a entre 60 et 80 fintech au Sénégal, ça fait beaucoup. Si on parle concrètement des services que chacune d'entre elles offre, lesquels sont-ils? Lesquels sont les plus populaires et lesquels manquent pour répondre aux besoins des populations? Aujourd'hui, les services les plus répandus sont vraiment le top one, c'est le mobile money, c'est les paiements digitaux, c'est le transfert d'argent et les solutions de paiement marchand, donc dominées par le mobile money. Toutefois, les besoins de microcrédit digital, qu'on appelle crédit digital, l'assurance inclusive, la finance éthique, comme la finance islamique, ou encore en solution pour les diasporas restent largement insatisfaits. Et là, il y a donc des niches qui sont déjà identifiées par des fintechs, parce que jusqu'ici, la réglementation, en tout cas l'agrément qui est mis à disposition des fintechs, c'est un agrément classique qui concerne les établissements de paiement. Mais nous pensons que d'ici quelques années, avec l'essor de certains services ou d'une forte demande comme la finance éthique ou la finance islamique, les fintechs arriveront en tout cas à décortiquer cette niche-là pour répondre à un vrai besoin. Ok, donc le marché n'est pas complètement saturé et il y a de la place pour de nouveaux acteurs. Il y a encore de la place parce que rien que sur la partie transfert, c'est vrai que là j'ai parlé du crédit digital. Sur le transfert classique que nous avons et auquel les fintechs répondent depuis une dizaine d'années, depuis l'avènement des premiers avec Wari entre autres, c'est on va dire le inbound. Donc le inbound vient de la diaspora, en tout cas en dehors de l'Afrique. Mais là, nous avons identifié un vrai besoin qui est intracommunautaire, on va dire, au sein même de l'Afrique, des besoins aujourd'hui d'interopérabilité entre les différents acteurs qui sont les mobile money dans ces pays-là, où les fintechs sont en train de proposer des services de change, justement. Pour donner un cas très simple, depuis le Sénégal, je peux aujourd'hui, à travers certaines applications proposées par des fintechs, d'envoyer de mon compte Mobile Money A vers un autre compte Mobile Money B d'un autre pays, dans la zone de l'UEMOA ou en dehors de la zone de UEMOA. Et donc, je pense que ce flux monétaire-là aujourd'hui intéresse les fintechs et je pense qu'il y en a qui sont en train de se positionner là-dessus. Je pense que les agréments qui sont en train d'être délivrés par la Banque centrale permettront aux fintechs d'être compliance et d'aller attaquer directement les banques à travers des mécanismes de collaboration pour justement offrir ces services-là aux clients. Quels sont les défis majeurs que les fintechs rencontrent au Sénégal? On a vraiment beaucoup de multiples défis et à travers plusieurs formes. Je vais essayer peut-être d'en citer 4 ou 5. Le premier, c'est vraiment l'accès difficile au financement. Le deuxième point, c'est peut-être une lenteur administrative dans les agréments. Je pense que certaines fintechs peinent encore en tout cas, à mobiliser les prérequis pour pouvoir déposer les demandes d'agrément. On pense qu'il y a encore des améliorations peut-être du côté régulateur, même s'ils sont en train de faire beaucoup d'efforts là-dessus. Nous pensons peut-être que dans un futur proche, les dossiers des demandes d'agrément pourront se faire 100% en ligne, comme ça se fait dans certaines zones monétaires ou dans d'autres pays, je pense, comme le Kenya. Le troisième défi majeur, c'est le manque de données sectorielles. Donc là, je disais au début de mes propos, en donnant des estimations pour dire qu'entre 60 et 80, certains parlent de 100. Donc là, on espère qu'au fur et à mesure, on va réussir à collecter des données et de pouvoir mieux cartographier, on va dire, le secteur. Le dernier point en termes de défis majeurs, c'est aussi une réticence peut-être des partenaires notamment bancaires, à ouvrir leurs API ou à collaborer. Par exemple, dans certains pays, aujourd'hui, on parle de l'open banking, on parle même de néobanques. Je pense qu'à travers certains partenariats en Europe, on voit des plateformes qui sont aujourd'hui 100% digitalisées, de l'ouverture de compte jusqu'à l'obtention de sa carte, etc. Et on pense que dans la zone de l'UEMOA, peut-être que bientôt, on va avoir ces use cases-là. Et pour cela, on compte beaucoup sur la collaboration des banques. Nous pensons que cette collaboration-là, si elle arrive en tout cas à se matérialiser, contribuera donc à l'inclusion financière, qui est quand même la mission principale de Senfintech. Alors j'imagine que ces défis ne vont pas sans risque. Ah oui, tout à fait. C'est tout le défi. Mais les fintechs font face vraiment à des risques réglementaires, cybermétriques, hein, il faut le dire, mais aussi opérationnels, notamment en lien avec la sécurité de données clients ou les interruptions de services. Alors, assez parlé de défis et de risques, quels sont selon vous les facteurs de succès
pour une fintech au Sénégal? On va retourner donc encore à cette disposition réglementaire qui est l'instruction sur les établissements de paiement. C'est avant tout un levier qui est la conformité réglementaire dès le départ. Le deuxième, c'est peut-être la proximité client avec des produits adaptés au contexte local. Tout à l'heure, je parlais du crédit et l'exemple le plus parlant, c'est peut-être, je pense qu'il y a 2-3 ans, à travers mes expériences, j'ai vu une fintech digitaliser complètement le processus d'octroi de crédit au Sénégal avec une microfinance. Avant, le délai pouvait aller jusqu'à 2 mois de l'initiation de la demande jusqu'à l'obtention du prêt en passant par le comité crédit qui est installé au sein de la microfinance. Mais ce processus a été digitalisé où un client peut, à travers son wallet, faire son scoring et ensuite voir s'il est éligible ou pas et disposer même de ce prêt-là très rapidement déposé sur son compte Mobile Money. C'est notamment les cas les plus courants avec, vous savez qu'on est dans une économie très informelle, les dames, braves dames qui sont dans les plages, donc, dans les marchés de poissons, qui vendent du poisson et donc chaque matin sont confrontés à des challenges de fonds de roulement pour pouvoir acheter des stocks et pouvoir les revendre. Donc elles ont besoin souvent en tout cas des montants de prêt de 200 à 300 000 francs CFA. En euros, c'est à peu près à moins de, je pense, 500 euros. Et pour cela, je pense que le crédit digital a permis vraiment de régler ce problème-là. Un acteur institutionnel, qui est la délégation à l'entrepreneuriat rapide, je pense que l'ADER a réussi en tout cas à développer ce secteur-là. Le deuxième levier, ou le troisième plutôt, c'est la collaboration stratégique. Donc, si cette collaboration aujourd'hui, elle arrive vraiment à se faire, où les banques et les télécoms, c'est-à-dire les opérateurs télécoms qui ont le mobile money ou plutôt les fintechs qui sont 100% émetteurs de monnaie électronique, arriveront à faire confiance aux fintechs, à établir un partenariat et vont se recentrer plutôt sur leur métier et laisser les fintechs, en tout cas, jouer la partie business development, la partie marketing, la partie contrôle client, on va dire tout ce qui est KYC, pré-contrôle KYC et le support niveau 1 jusqu'à niveau 2. Et donc ça permettra en tout cas aux partenaires stratégiques d'être focus sur leur process interne, focus sur le monitoring et le contrôle. Le quatrième, c'est peut-être le capital humain. Et là, je mettrai aussi en relief la jeunesse de la population sénégalaise qui a trouvé, en tout cas à travers le numérique ou les fintech, comme une opportunité d'emploi. Et le cinquième, c'est peut-être le taux de pénétration de l'Internet mobile. Je pense que vous l'avez dit aussi à l'entame de vos propos. Je pense qu'on a vraiment un taux très satisfaisant, l'Internet mobile, et qui favorise donc la croissance des fintech et qui est quand même un facteur clé de succès. Et le dernier point, c'est le mobile money, qui est notre modèle bancaire, on va dire, à l'africaine. Aujourd'hui, c'est une fierté de voir en tout cas des fintech au Sénégal proposer le ticket pour prendre le train express régional, le TR, pour prendre le bus, pour payer ses frais d'inscription à l'université ou ses frais d'inscription pour le nouveau bachelier qui est 100% digitalisé aujourd'hui. Donc ça, c'est des exemples clés de réussite et je pense que le mobile money l'a permis au Sénégal. Merci beaucoup. Alors, je voudrais revenir à une question un petit peu plus générale. Vous l'avez évoqué en étant l'une de votre mission principale, mais quel est le rôle de toutes ces fintechs dans l'inclusion financière? Je pense que notre mission dès le départ, en tout cas au sein de Sen Fintech, c'est vraiment d'être le militant de l'inclusion financière. Je pense que c'est un défi parce que le taux de bancarisation en Afrique subsaharienne il reste relativement très faible. Je pense qu'on se situait en dessous de 20%. La microfinance était venue pour, en tout cas, régler ce gap-là. Je pense qu'elle a fait ce qu'elle a pu. Et puis, les fintechs sont arrivés derrière, en dernier, pour pouvoir encore combler le gap qui est restant, en apportant des solutions mobiles accessibles en temps réel. Et tout ça contribue donc à renforcer leur impact, surtout en zone rurale. Un appui sur les réseaux d'agents existants, parce que les opérateurs de mobile money ont déjà leur réseau. Les fintechs viennent maintenant proposer leur propre réseau. Le deuxième point, c'est des produits co-construits avec les populations locales. Parce que si on regarde à travers, par exemple, l'octroi des bourses familiales avec les autorités dans certains pays comme le Sénégal, je pense qu'il y avait des populations qui n'étaient pas touchées. Et du coup, les campagnes de paiement se déroulaient comme suit. C'est valable aussi pour les ONG. Voilà. C'était des pick-up qui se déplaçaient avec des sacs d'argent, de la liquidité pour aller faire ces campagnes de paiement-là avec un dispositif logistique impressionnant qui implique les autorités locales, la préfecture, la police. Je vous laisse imaginer tous les enjeux de sécurité qu'il y a. Et là, les fintechs ont réussi, avec ces populations-là, à mettre en place des services, notamment des transferts sur des mobile money. Mais l'un des challenges a été, l'une des limites du mobile money, c'est que tout le monde n'était pas
enrôlés. Et donc, il fallait trouver des solutions pour ceux qui n'étaient pas enrôlés. Et pour cela, ce que cette FinTech a fait, c'est de créer, parce que certains aussi n'avaient pas de carte d'identité, il faut le dire, parce que pour ouvrir un compte Mobile Money, il faut disposer d'une carte d'identité valable. Vous savez que tous les enfants ne sont pas déclarés à la naissance dans certains pays. Et donc, des cartes ont été créées, cartes brandées entre la FinTech, la banque partenaire et l'ONG, pour permettre justement à ces personnes soient identifiables et qu'elles puissent percevoir leur nom. Et donc, c'est une idée de génie qui fait partie des recommandations justement de certaines populations locales qui ont dit que nous n'avons pas d'extrait de naissance, nous n'avons pas de pièce d'identité, nous n'avons pas de compte Mobile Money, mais comment nous pourrons être payés? Et ils avaient le système classique qui consistait à établir un processus d'identification avec le chef de village, le chef coutumier. Donc, la FinTech s'est basée sur cette expérience-là avec la banque et l'ONG partenaire pour justement établir cette carte d'identification unique. Donc, c'est vraiment un exemple de co-construction avec les populations locales, des solutions adressées à ces populations-là. Le troisième rôle dans l'inclusion financière de ces FinTech-là, c'est des politiques publiques favorables à l'innovation. Et ça, je pense que l'exemple le plus patent, c'est vraiment le B2G, B2G, Business to Government. On voit que même des trésors publics aujourd'hui au Sénégal, dans des pays comme la Côte d'Ivoire, sont en train d'épouser des solutions, des FinTech, pour pouvoir s'adresser à ces populations-là. On pense que c'est des pratiques qui ont été en tout cas inspirées de la FinTech et qui sont en train aujourd'hui de se diffuser on va dire, au niveau de ces gouvernements-là. Et le dernier point, c'est le point clé, qui est vraiment l'éducation financière et digitale, financée par les bailleurs et les gouvernements. Et ça fait partie, je pense, des KPI que les régulateurs ont, notamment la Banque centrale, parce qu'une population éduquée financièrement et digitalement, c'est une population aussi qui comprend les enjeux, notamment de cybersécurité. Parce qu'il y a encore de la réticence pour certains à utiliser ces services-là, parce que tout simplement, le taux d'arnaque, le taux de fraude est énorme. Et nous pensons que le rôle des FinTech, vraiment, c'est d'apporter des solutions d'éducation financière et digitale. Et on voit beaucoup de FinTech le faire de plus en plus, ou dans des menus de paiement, où vous avez quelques fonctionnalités avec du contenu audio dans la langue locale. Et donc, ça permet d'adresser à ces populations-là. Alors, une bonne inclusion financière demande de nombreuses collaborations. Comment SenFintech collabore-t-elle notamment avec les régulateurs? Je pense que vous l'avez dit, le mot, c'est vraiment la co-construction ou la collaboration. Et effectivement, ils se positionnent comme des partenaires avant d'être plutôt des régulateurs. Et donc, ce dialogue-là, il est constructif à travers, notamment en commençant par la Banque centrale, la mise en place de ce bureau de connaissance des FinTech. Ce n'est pas uniquement la BCAO, parce qu'il y a aussi l'ARTP, l'Agence de régulation des télécommunications et des postes, la DGID, donc la Direction générale des impôts et domaines, et d'autres. Donc, c'est un plaidoyer que nous faisons, parce que je pense que les FinTech, c'est encore une activité un peu récente dans nos pays. Et nous défendons l'idée d'un sandbox réglementaire, je pense qui est aussi de plus en plus évoqué à travers le bureau des FinTech. C'est-à-dire aujourd'hui, plutôt qu'une FinTech se rende directement à la Banque centrale pour demander ce qui est requis comme prérequis, c'est que nous puissions être formés, outillés, accompagnés par le régulateur pour pouvoir disposer de cette sandbox-là au sein de cette FinTech même. Où chaque idée d'innovation émanant d'une FinTech pourrait être testée réglementairement pour voir est-ce que ça fit avec l'instruction, en tout cas en cours pour le moment ou pas, et même avec d'autres. Et nous proposons aussi une participation des FinTech dans les discussions réglementaires en amont. Nous espérons qu'en tout cas que les FinTech pourront être associés afin de permettre de mieux connaître les métiers, de voir les derniers cas d'utilisation. Notamment, on a parlé des cryptoactifs, on a parlé de la finance éthique. On pense que c'est vraiment un grand besoin, c'est une niche qui est là et qui devrait être exploitée. Vous le voyez, le marché est en constante évolution. Quelles opportunités voyez-vous émerger pour les FinTech? Oui, je pense que je vais m'appuyer encore sur l'exemple, le B2G, ou B2G en français, qui est le Business to Government. Au niveau local, donc je disais que la digitalisation des paiements publics, les paiements B2B aussi, les services pour les PME et la finance éthique ou islamique, c'est vraiment des nouvelles opportunités. Je pense que les FinTech sont en train d'essayer de s'adresser à ça. Il y a encore des avancées ont été faites, mais moi je rêve personnellement d'un cas d'utilisation très simple. On réside dans une zone très litigieuse foncièrement, qui est la région de Dakar, où il arrive que quelqu'un achète un terrain, un bien immobilier, sans pour autant que le vendeur soit le vrai propriétaire. Et là, pour le faire au niveau je pense que c'est la direction des impôts et domaines, ou en tout cas de l'urbanisme, il est possible, en tout cas, que le service puisse renseigner sur
les droits réels, donc à qui appartient ce bien immobilier-là. Nous rêvons à ce que ce service soit digitalisé, que depuis notre wallet Mobile Money, que nous puissions aller dans le menu gouvernement ou services gouvernementaux, sélectionner la partie urbanisme, aller dans le bouton urbanisme et ensuite droit réel, mettre peut-être le titre de propriété ou le numéro de titre foncier ou la référence du bail et voir l'identité, la vraie identité en tout cas du vrai propriétaire du terrain avant de faire notre transaction. Et au niveau régional, l'interopérabilité des paiements. La Banque centrale, au niveau de l'UEMOA, la BCAO, est en train de mettre en place en tout cas son PIPI, qui est la plateforme d'interopérabilité. Je pense que d'autres zones monétaires sont en train de faire la même chose. Nous pensons qu'à un moment donné, toutes les banques centrales vont communiquer entre elles à travers un seul canal de connexion où les paiements transfrontaliers, en tout cas, se feront en temps réel. Alors, si on dézoome un petit peu et qu'on prend une photo un petit peu plus globale, comment est-ce que se positionnent les fintechs sénégalaises dans l'UEMOA? Au Sénégal, c'est vraiment, je pense, si je ne dis pas de bêtises, le pays où il y a le plus eu de demandes. Il semble que jusqu'ici, de l'agrément de la Banque centrale pour l'établissement de paiement, il semble que c'est le Sénégal. Parce que c'est un écosystème très dynamique, mais parfois aussi moins financier ou visible que leurs homologues de certains pays. Donc le Sénégal, en tout cas, n'est pas dernier dans la zone d'Afrique francophone. Mais pour mieux se développer, donc, il faut peut-être citer quelques points. C'est d'abord installer vraiment ce dialogue permanent entre le régulateur et les fintechs. Le deuxième point, c'est peut-être la structuration de l'écosystème à travers des clusters, des incubateurs spécialisés. Nous rêvons aussi que du point de vue droit du travail, droit social, d'avoir peut-être une convention collective 100% dédiée au fintech ou à l'économie numérique. Et le troisième, c'est peut-être d'accéder à des fonds d'amorçage adaptés. Et le dernier point, c'est peut-être d'encourager les fusions et les partenariats régionaux. Nous pensons que peut-être qu'il est temps d'avoir des champions nationaux. Et pour cela, il faudrait que les fintechs arrivent à se regrouper en cohorte derrière peut-être des champions qui ont déjà certains acquis, les compléter pour pouvoir adresser des offres communes. Et c'est tout le sens aujourd'hui de ce que nous voulons faire avec le gouvernement qui nous demande en tout cas de nous structurer, de nous organiser, de parler en tout cas, d'essayer de parler à une seule fois, même si ce n'est pas simple. Nous essayons donc d'identifier des grands ensembles qui pourront porter des projets sur la partie paiement, sur la partie numérisation des documents administratifs, sur la partie identité numérique, sur la partie cybersécurité, etc. SenFintech a 2 ans. Quelles sont vos priorités pour les 2 années à venir? Alors, moi, je pense que pour ces 2 prochaines années, si on arrive à remplir au moins 4 critères, je pense qu'on aura rempli notre mandat. Alors, le premier, c'est de mettre en place un observatoire de la FinTech au Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, si nous peinons à avoir des données, à avoir de la connaissance et de savoir qui est qui, je pense que ça reste un énorme challenge pour beaucoup d'acteurs, notamment institutionnels. Si nous arrivons aujourd'hui à avoir cet observatoire-là, je pense que nous allons relever ces défis-là. Donc, le deuxième, peut-être, c'est de lancer un programme d'accompagnement réglementaire. Aller sur un programme d'accélération, mais aussi impliquer les acteurs institutionnels, mais même des bailleurs de fonds, peut-être la Banque mondiale, qui pourront mettre en place un fonds pour accompagner, en tout cas, les institutions, les fintechs, à se mettre en conformité. Et le troisième, c'est de renforcer les capacités internes des fintechs. Et la quatrième et dernière, c'est de positionner le Sénégal comme un hub régional d'innovation financière. Nous pensons qu'il est temps peut-être que le Sénégal puisse assumer ce hub régional-là d'innovation financière au niveau déjà de la zone de l'UEMOA, mais aussi au-delà dans la zone CEDEAO, voilà, jusqu'au Nigeria. Et voilà, donc ça c'est un de nos objectifs et nous pensons que si nous réussissons, ou au moins à initier ce programme-là avec un taux d'exécution satisfaisant, nous aurons réussi notre mandat au sein de SenFintech. Et on vous le souhaite. Merci beaucoup d'avoir participé à notre vidéocast et de nous avoir offert une vision complète de l'écosystème des fintechs au Sénégal. À tous nos internautes, j'espère que cette session vous a plu et je vous donne rendez-vous sur nos différents sites internet afin de retrouver plus de contenu sur l'écosystème des fintechs au Sénégal et dans l'ensemble de l'Afrique francophone. À très bientôt!